Bonjour Thierry. Est-ce que vous avez le son, Thierry? Oui, ça va pour le son? Bonjour, C'est bon pour le son, Thierry? je vous entends très très mal, très peu, mais oui. Alors, vous m'entendez très mal. Mais ça va à peu près, hein. Ça va, on monte un peu. Alors, mon haut-parleur est à fond pour vous entendre, et en principe, j'ai ouvert le micro d'audition. Alors, c'est le micro de la salle qui est devant moi. Et logiquement, il faut que je parle près du micro ordinateur aussi. Donc, nous avons pris un peu de retard. Thierry, pour information. Vous êtes rendu compte? Cécile est en haut. Même si c'est difficile après le spectacle, combien d'heures d'enchaîner tout de suite, je crois que Vincent aussi a un peu échangé, on est un peu bouleversé et chamboulé par ce qu'on a vu. Mais voilà, merci à toutes et à tous d'être là pour la dernière partie du colloque et de la journée. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Vincent Salagard, qui est enseignant-chercheur en gestion et entrepreneuriat ici à Limoges, à l'Institut, j'ai pas de micro, mais je vais en parler de médias, ça va, à l'Institut d'administration des entreprises, et où il enseigne la stratégie, l'entrepreneuriat et l'intelligence économique, et qui va nous parler un petit peu de faire une position aussi par rapport à la question de la ludopédie et donc une offre de loisirs aux enfants. Exactement, merci à vous. Difficile d'intervenir après Tiffen D, parce qu'on est vraiment, je suis encore dans son histoire, c'est difficile de redescendre. Et avant d'être chercheur en entrepreneuriat et gestion, des mots que les gens de vos domaines n'apprécient pas trop, je comprends, et je comprends. Moi-même, j'ai du mal à vivre avec mes collègues. Pour vous dire que je suis effectivement chercheur, moi, je suis aussi le papa de Caliste et d'Elébor et le conjoint de Claude. Ça me paraît important de le dire après ce spectacle et la journée. Alors, je suis complètement incompétent dans vos domaines, ce qui concerne l'enfance. Ce n'est pas du tout mon domaine de recherche. Et j'ai été sensibilisé vraiment de façon très factuelle à une question. Je m'intéresse, moi, aux entreprises en milieu rural. J'étudie les conséquences du retour du loup sur les systèmes agricoles et élevage. J'étudie les conséquences du Brexit sur les Britanniques qui vivent en France en territoire rural. J'étudie les comportements des néo-ruraux qui s'installent avec des formats typiques, etc., avec des difficultés d'intégration. Et j'ai constaté depuis quelques mois, on va dire un an et demi, des entreprises de tourisme de type hôtel, gîte, Airbnb, camping, qui commençaient à s'afficher avec l'appellation Adult Only ou No Kid ou réservé aux enfants. Donc au début c'était de toute façon c'était très épisodique, il y avait 2-3 cas par-ci par-là. Puis ensuite, quelques temps après, on a eu un emballement médiatique, il y a depuis 6 mois, depuis l'été en fait, la presse s'est rendue compte qu'il y avait un phénomène assez important, plus lourd que je soupçonnais, parce qu'il était assez ancien dans le temps, dans d'autres pays très présents, et c'est simplement il arrivait en France. Donc, il y a eu un emballement qui m'a interpellé. Arrivé au même moment, le colloque de Cécile sur la misopédie, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et je me suis dit, si on ne peut pas relier ce phénomène-là que je commence à observer par ailleurs à l'emballement médiatique et une question de recherche. Et le point que j'ai considéré en tant que chercheur en gestion, c'est que ces entreprises sont des entreprises. Donc moi, en tant que chercheur sur l'entreprise d'entrepreneuriat, je m'intéressais à leur modèle économique. Pourquoi des dirigeants vont passer à un système d'offres classique alors qu'ils étaient de système classique, à un système de ce type-là. Donc, pour l'approche, ce qui ressort des médias, même si c'est très confus parce que tout le monde parle à sa propre lumière, les anthropologues, les géographes, les économistes donnent un point de vue. Finalement, il n'y a quasiment pas d'études sur le phénomène du fait de sa récence et parce qu'il n'était pas vraiment très visible auparavant. On sait que ça concerne, et j'y reviendrai par la suite, principalement des hôtels, des hébergements de type camping ou gîte, des locations de vacances surtout, des croisières aussi, mais en Limousin n'est pas trop concerné, donc moi je ne les ai pas étudiés, et des restaurants dans certains pays, en tout cas comme la Corée ou d'autres pays par ailleurs. Les pays concernés, donc c'était des pays qui étaient très touristiques,
le Mexique, la République dominicaine, l'Espagne, la Grèce, la Thaïlande, où là on se rend compte que ce phénomène nouveau en France qui a interpellé les médias, qui a même agité les politiques, on va le voir, eh bien, ça fait des décennies qu'il existe là-bas, que c'est même une partie importante de l'économie, et en marketing on parle de segmentation. C'est un segment assez volumineux, dans certains pays je le dirais, jusqu'à 25% pour des territoires en Espagne par exemple. Donc c'est quelque chose qui n'a pas jusqu'à présent éveillé d'inquiétude, et on s'inquiète simplement parce qu'il arrive en France. Or, il y avait quand même beaucoup de Français qui étaient clients de ces types de prestations à l'étranger. Donc, on nous dit qu'il y a un développement très rapide en France. On verra qu'il n'y a pas de chiffres et pas d'informations concordantes. Chacun donne son avis et son explication. Ça vire très vite au débat de société, aux questions anthropologiques, aux questions d'évolution de comportement, etc. Les aspects économiques sont peu traités. Donc les motivations des dirigeants des entreprises sont évoquées un petit peu dans des témoignages au cas par cas, mais il n'y avait pas d'études sur qu'est-ce qui pousse une entreprise qui s'en sort bien dans le tourisme à passer en offre no kids ou adultes only, on verra comment on les appelle, en tout cas sans enfants, peu importe l'appellation. Les élus s'en sont inquiétés, même en Corée du Sud, où c'est assez présent, il y a eu des propositions de loi, et récemment en France, je le dirai tout à l'heure, il y a une sénatrice qui pense légiférer tellement d'après le phénomène est d'ampleur, sachant qu'on ne connaît pas vraiment l'ampleur. Donc certains parlent de 3%, d'autres de 5% à vue de nez. Personne n'a vraiment fait d'études, parce qu'en fait c'est assez officieux. Et même quand c'est affiché, en fait, il y a des façons différentes de communiquer là-dessus, donc c'est pas invisible. La difficulté, on verra tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas si c'est légal, puisqu'apparemment c'est quand même une discrimination. Du coup, les offreurs en la matière communiquent de façon un peu différente dans des réseaux un peu alternatifs. Et dans ce cas, on a vu que c'était très visible parce qu'ils ont assumé, en priori, leurs différences. Donc, ma considération, moi, c'était pourquoi ces offres se développent-elles, comment elles se développent, du point de vue de l'entreprise en tout cas, parce que c'est ma compétence a priori. Et on verra que pour qu'une entreprise propose une offre, il faut qu'il y ait une demande, soit en amont, soit une demande qui réponde à une proposition. Donc du coup, on sera amené à s'intéresser en même temps aux motivations des clients de ce type d'offres. Donc c'est une recherche très exploratoire. Il n'y a pour l'instant aucune étude en France, parce que ça fait 6 mois qu'on en parle à peine. Il y a des études à l'étranger, je vais en parler rapidement. Mais elles sont assez superficielles orientées, on va voir ça. Donc il n'y a pas de définition de l'offre de service réservée aux adultes. On dit ça parce qu'on n'ose pas dire interdit aux enfants, c'est plus difficile à admettre en marketing. Et en même, on verra qu'on les appelle en anglais, parce qu'apparemment, c'est peut-être mieux de dire adult only et no kids que pas d'enfants ou interdit aux enfants. Je ne sais pas, on verra, on en parlera avec vous. Le concept, il est très simple, c'est extrêmement simple, c'est pas d'enfants dans les hôtels, les restaurants, les croisières, etc., les gîtes de vacances et autres. Alors les enfants, la conception varie, c'est 18 ans pour certains pays, c'est 16 pour d'autres, c'est 14 ans dans certains cas et 12 ans dans certaines offres. Et moi, j'ai du mal à comprendre, pour l'instant, je n'ai pas été assez sur le terrain, pourquoi on a une variation autant de la conception d'enfants. J'ai quelques pistes à vous proposer, après on va en parler ensemble. Donc les appellations officielles, c'est Adult Only, No Kids ou Child Free. Toujours en anglais. Même en français, même les campings chez moi en Limousin tranquille où les gens parlent encore occitan et pas du tout anglais, on met quand même des mots anglais dessus. Je pense que c'est plus vendeur en marketing. Les mots qui sont associés à ça, qu'on fait une recherche de Google là, en tapant les mots-clés, etc. En France, Adult Only avec différents opérateurs pour le tourisme. Adult Only, ça donne ce type de référence. Pour situer un peu le champ dans lequel on communique dans l'événement. Voilà, on est là-dedans. Vous voyez un peu les codes et l'environnement dans lequel on est l'adult only. Si on tape le mot kids only avec les requêtes associées, etc., tourisme en France, etc., et autres, hébergement, on est sur ce type de démarche. Complètement différent dans le message. Mais donc c'est plus radical quand même. On voit que c'est pas la même chose, on ne parle pas de la même chose. Si on tape child free, donc sans enfant, on est sur un autre registre. Différent. Dans la communication, là, c'est plutôt l'aspect marketing que je mets en œuvre. Pour résumer un peu, Adult Only, en fait, c'est très positif. Ça évoque les vacances, la plage, le soleil, les adultes romantiques, même un peu sexualisés, le farniente, etc., la fête et l'alcool associé. Et ça, c'est, en France, on l'assume, c'est le terme officiel qui prévaut dans les paquets de communication et les sites Internet. Le site No Kids, il est un peu moins présent en France, ça fait un peu peur. C'est vraiment interdit. Par contre, il y a des pays où on l'assume, la Corée, etc., même des pays anglo-saxons, ça m'a un peu surpris, ou d'autres, ou même des pays très touristiques, où on assume nos kids dans la communication, même dans l'argumentaire commercial. En France, c'est plus délicat apparemment. Et par contre, l'appellation child free, ça évoque plutôt en France, en tout cas là les couples qui ne veulent pas avoir d'enfants ou qui assument de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est un peu différent. Donc la France, dans la communication que j'ai pu distinguer pour l'instant, ce type d'offre, c'est plutôt adult only. Et je vous dis, on préfère utiliser les
terme anglais, a priori parce que c'est plus euphémisant, ça atténue un peu le fait qu'on rejette les enfants de l'offre. Et c'est peut-être plus facile à assumer en tant que client aussi quand on y va. Le cadre théorique, il est assez rapidement fait, parce qu'en fait, il y a 3 études recevables. Le phénomène, il est étudié par des gens anthropologues, etc., mais ils étudient le comportement de la société et pas le comportement des entreprises ou des clients. Donc du coup, moi, dans ma spécialité, si on fait la focale entreprise et client, il n'y a que 3 études recevables en Turquie. Ça m'a un peu surpris, mais en fait, il y a un territoire turc qui est très touristique. En Espagne, où là, évidemment, c'est très développé dans les Baléares, etc., les îles, on est sur 20 à 30% de prestations de ce type-là. Et en Hongrie, c'est un peu surprenant, mais en fait, c'est quand la Hongrie s'est inquiétée par ses traditions historiques de ce développement qui était contraire à ces cultures familiales que vous connaissez par ailleurs. Donc voilà un peu le contexte. Je ne vais pas faire l'état de l'art assez complet, pour dire simplement que les démarches sont assez différentes dans l'approche. Certains ont travaillé sur l'analyse documentaire comme je l'ai fait, tout ce qui est une veille par Internet, donc pour la Turquie. Pour la Hongrie, ils ont travaillé sur des questionnaires auprès des clients des entreprises, donc assez précis, mais avec une approche qui était un peu biaisée, on va le voir. Et pour l'Espagne, c'est une analyse des commentaires des clients sur Booking, etc., et les autres Internet, pour voir est-ce qu'on est plus content ou pas quand on va dans un hôtel sans enfants, notamment. Donc, ce qui ressort des profils des clients, et ça c'est intéressant, c'est qu'en Turquie, c'est quasiment que des étrangers très exigeants. Donc, c'est eux qui font la pression pour que ce type d'offre se développe, en fait, et la population locale s'adapte, alors que leur culture, par ailleurs, est très familiale, en dehors de ces lieux touristiques. Donc, c'est vraiment c'est quasiment extraterritorial, l'aspect touristique. Pour la Hongrie, ce qui est intéressant, on va vérifier ces données pour la France après, c'est que c'est d'abord des 20-30 ans qui n'ont pas d'enfants, donc on peut dire, c'est à peu près logique qu'ils aillent là-bas, mais il y a quand même un quart et un quart, donc la moitié des 40-50 et 30-40. Et dans 62% ont des enfants. Ce sont donc des parents qui vont dans des hôtels sans enfants. On essaiera de comprendre pourquoi et vous m'aiderez, parce que moi je ne suis pas compétent pour analyser ce phénomène-là. Intéressant aussi, ce sont des gens très urbains, 40% habitent dans une capitale, 25% dans une grande ville. Ils sont surdiplômés, donc on dirait, pour résumer, que ce sont des CSP++, ou classe supérieure aisée, classe moyenne confortable, eux-mêmes se disent. Voilà pour situer un peu. Ça, on va le retrouver un peu en France, quand on va parler du cas français. Et pareil en Espagne, là on est sur des étrangers. Fait intéressant, il y a beaucoup de Scandinaves qui sont des gens très tolérants envers les enfants dans leur pays et qui touristiquement préfèrent avoir des vacances sans enfants a priori. J'ai une caricature, mais c'est une question que j'avais. Les principaux résultats, les clients, leur motivation, pourquoi vous venez là, même à des parents, même à des mères de famille, on verra, c'est un besoin de tranquillité. Ils veulent se reposer, ils sont tous épuisés, ils ont besoin de ressourcer, etc., recharger leur batterie, on va en reparler. Pour les entreprises, et je vais en parler, c'est mon domaine, c'est une différenciation. Quand on se différencie, on crée un segment qui est vraiment distinct de la concurrence, et les consommateurs vont préférer votre offre, et ils vont même la payer plus cher, volontairement. Donc c'est intéressant pour eux, ce type-là. Donc ça apparaît dans l'étude. Et l'enfant apparaît comme une source de nuisance, mais ce n'est pas l'enfant qui est rejeté, ce sont ses nuisances et ses effets, en fait. Ses attributs, mais pas lui-même. Donc à la limite, on voudrait des enfants s'ils n'ont pas les caractéristiques des enfants. Et du coup, on va le trouver parce qu'on verra plus tard pourquoi certaines étendent à 16 ans ou 14 ans, c'est que parfois des enfants à cet âge-là peuvent être des adultes. Du coup, on les accepte parce qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'enfants. Donc c'est l'impression que j'ai eue, a priori, en regardant un peu les commentaires. En Hongrie, c'est très en croissance également. Pareil, ils cherchent le repos, etc. L'étude, elle est dit par contre que la motivation... c'est un biais de l'étude à mon avis, est-ce que les parents qui vont là-bas sans leurs enfants, après sont mieux reposés et du coup sont des meilleurs parents une fois qu'ils reviennent chez eux? Ça revient souvent dans l'étude, cette idée de justifier un peu le fait qu'on est un peu culpabilisant, mais apprendre des meilleurs parents grâce à ça. Pour l'Espagne, bon là, il n'y a pas de question, tout le monde trouve ça évident, c'est logique, c'est un marché, c'est très rentable, très rémunérateur, il n'y a aucune question sociétale là-dedans, le marché il est en place et il se développe en tant que tel. Donc les critères de choix qu'on appelle les attributs, tranquillité, calme, ils ont tous des adultes, des vies très difficiles, très fatigantes par ailleurs, c'est ce qu'ils avancent, et certains auteurs disent que c'est lié donc au stress, à la vie professionnelle, et aussi à des populations vieillissantes. Apparemment, je n'ai pas discriminé toutes les études, mais les pays où la population moyenne est la plus vieille seraient plus enclins à vouloir des vacances sans enfants. Ça, c'est une hypothèse que posent certains auteurs, mais que je n'ai pas validée parce que je ne suis pas dans le domaine de recherche. Moi, j'étudie vraiment les entreprises en tant que telles. Donc, c'est une segmentation du marché, on l'a dit. Quand le marché est segmenté, vous êtes différencié, vous pouvez faire payer plus cher à vos clients votre différenciation. C'est très ancien en Espagne, 20-30 ans, sauf qu'on n'en parlait pas beaucoup. C'est très récent en Hongrie et en Turquie, donc quelques années. Et dans les réactions des territoires, pour la Turquie,
c'est accepté, ça m'a un peu surpris, mais il y a des critiques, mais c'est accepté dans certaines parties touristiques, pas dans le reste de la Turquie. Les auteurs pour la Hongrie disent qu'à cause d'un conservatisme social, ils l'appellent comme ça, on ne peut pas communiquer comme on veut et dire ce qu'on fait, il faut qu'on soit un peu discret, c'est la conclusion des auteurs. Il y a quelques frictions avec des familles qui ont été refusées, mais il n'y a pas eu de suite juridique. Et dans les îles espagnoles, il n'y a aucune question, ça avance, on fonctionne comme ça. Vraiment, pourtant on est en Europe, il n'y a aucune difficulté. Les limites de ces études, elles sont peu nombreuses, on ne peut rien tirer de 3 études de cas de ce type-là. D'ailleurs, j'ai relevé l'étude « Où sont les enfants dans le tourisme ?» Il y a très peu d'études sur la place des enfants dans les études du tourisme. Quasiment pas, à part celle-ci et d'autres sur des comportements, mais vraiment très peu. Sauf quand on se pose la question « Est-ce que c'est un marché intéressant commercialement exploité ?» C'est que comme ça qu'on étudie dans le tourisme, pour résumer. Donc que des hôtels dans cette étude-là, alors que moi j'ai constaté chez nous qu'il y a plutôt des campings, etc., ou des gîtes, ou des Airbnb en France. Il y a moins d'hôtels que l'Espagne, par exemple. C'est plus des logements privés en France. C'est tout hors de France, donc je ne peux pas du tout tirer d'extrapolation. Et elles sont quand même tournées vers l'entreprise en disant est-ce que c'est intéressant commercialement de développer ce type de marché? On ne se pose pas question éthique et sociale comme vous le faites vous. Donc on est vraiment sur des approches très pragmatiques. Et on parle de performance économique déclarée des entreprises, mais on ne sait pas mesurer si elles sont vraiment plus performantes, ou de performance sociale. Il y a des auteurs qui affirment que les parents sont plus reposés, donc c'est les meilleurs parents après les vacances. Ça n'a pas été mesuré. Et le point de vue des enfants, du coup, est-ce que leurs parents sont meilleurs, n'a pas été pris en compte non plus, évidemment. L'approche phénomène en France, donc moi, je travaille plutôt sur du qualitatif, donc je n'ai pas voulu quantifier tout ça. L'idée, c'était voir un peu ce qu'on trouvait sur Internet. Alors, en 2023, il y avait officiellement que 10 hôtels qui osaient afficher être sans enfants. En 2024, certains pensent qu'il y a 5% des hôtels qui l'affichent. Alors j'ai été voir sur Booking, par exemple, il y a une option dans la partie équipement, Booking, avec les spas à climatisation, où vous pouvez, avec ou sans enfants, adulte only. On la trouve, elle n'y était pas quelques années, j'ai cliqué. Donc en Grèce, on a presque 2500 offres, 4000 en Espagne, et j'ai pas compris pourquoi, 6280 en France, qui apparaissaient du... J'ai été voir, ça m'a un peu inquiété quand même. Alors, il y a des biais, parce que leur filtre, il n'est pas très bien fait. D'abord, c'est que des logements privés, de type, etc., Airbnb, gérés par des particuliers. Il n'y a que 200 hôtels, donc il n'y a que 3% hôtels. Donc ça, c'est rassurant quand même, que les professionnels hésitent un peu à afficher ce type d'offre. Et à chaque fois, quasiment tous, ceux qui ont marqué sans les enfants, ils admettent les animaux. Nos amis animaux sont admis. Donc quand on choisit, entre enfants et animaux, apparemment, ils sont moins dérangeants, parce qu'ils sont volontiers acceptés. On ne dit jamais que les enfants sont interdits, on peut cocher une case, et on nous dit qu'en fait, qu'il y a des avantages à la tranquillité. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'enfants et qu'on est entre adultes. Il faut attention à la communication quand même, parce qu'on verra qu'au niveau juridique, c'est assez flou. C'est surtout les zones côtières et touristiques, à Côte d'Azur, Corse. En Limousin, j'en trouve. Maintenant, j'étais en voir en nord d'Ordogne, j'étais à côté de chez moi, des campings, des gens tout simples qui expliquent qu'en fait, ça marche bien, c'est une demande, ils n'ont vraiment pas d'a priori, ils ont un peu peur que ça soit illégal. On verra tout à l'heure qu'il y a un projet de loi, donc ça les inquiète un peu. La réflexion éthique qui se la pose, mais comme tout le monde est content, et même les gens qui viennent nous voir sont des parents. Quand des parents viennent vous voir, qui vous disent « nous, ça nous convient bien », et après on est des meilleurs parents, en fait, il n'y a pas toute réflexion éthique par rapport à ça. C'est un peu surprenant. Il y a aucun restaurant chez nous qui affiche adulte only, alors qu'à l'étranger, c'est très, très courant. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles nous répondent? Alors, j'ai interrogé quelques aubergistes et hôteliers, etc. Surtout les commentaires sur Internet, leur motivation, ils discutent entre eux dans les forums. En fait, c'est les clients qui les réclament. Au bout d'un moment, parce qu'ils rouspètent, ils ont des plaintes par rapport aux nuisances des enfants, etc., qui reviennent très souvent, et ils me demandent ce qu'on ne peut pas faire sans enfants, un truc au calme, où ils veulent être à part, etc. Donc il y a une forte demande. En tant qu'entreprise, moi, j'y réponds. Finalement, les enfants, en tant qu'hôtelier, ça cause des nuisances au camping, etc. Ils font du bruit, ils me coûtent beaucoup. Ça apparaît souvent en notion de coût. Ils coûtent beaucoup, ils consomment beaucoup, etc. Il faut surveiller, il faut des espaces à part, il faut une surveillance, il faut faire plus de ménage. Donc, il y a plein d'arguments en faveur d'éviter ce type de comportement qui est jugé pénalisant pour une entreprise, point de vue purement économique. J'ai mis des exemples ici que j'ai grappillés sur Internet, à chaque fois, qui retrouvent la même chose. Les enfants, donc les bébés, j'en veux plus, etc. C'est ça sent mauvais, mes voisins se plaignent, il faut que je ramasse les objets, ils consomment plus d'eau qu'une piscine à eux tout seuls, mes voisins plaignent du bruit. Et à chaque fois, il y a une nuance, c'est quand même un peu la faute des parents qui savent éduquer leurs enfants quand même. Ça revient un peu souvent. Donc il y a aussi les parents sont un peu culpabilisés. Alors comment ils font pour refuser? Parce qu'il y a quand même la crainte que ce soit un peu légal, c'est une discrimination, on verra que c'est pas si simple que ça. Dans les hôtels, c'est illégal, clairement. Ils savent, nous professionnels, c'est idéologiquement impossible. Donc ils font autrement. Dans les logements privés, par contre, ils font ce qu'ils veulent.
c'est un contrat entre particuliers. Le réglementaire de Airbnb notamment dit qu'il ne faut pas le faire, mais ils s'arrangent autrement. Ils font comment? Implicitement, ils disent que c'est dangereux, la piscine n'est pas surveillée, etc., ou l'escalier n'a pas de protection. Ils font plein de messages, des alertes pour dire aux parents de ne pas y aller. Les parents sont prudents, du coup, ils n'y vont pas. Dans les hôtels, c'est plus insidieux. Il y a un hôtelier qui m'a dit, moi, les chambres familiales, j'en ai plus. J'ai plus de chambres à 4 personnes. J'ai plus de chambres à 3. Je fais que des chambres à 2, parce que je perds trop d'argent quand j'ai 4 personnes dans la même chambre. Ils me consomment trop d'eau. Du coup, il a dit, vous verrez, faites un tour, les chambres familiales 3, 4, 5 personnes disparaissent proximement des hôtels. On les fait plus, ou on les fait payer plus cher. On les appelle ça, ils mettent un nom, prime, etc., non plus cher. Donc c'est insidieux, en fait. On se débarrasse des enfants tranquillement, sans l'afficher clairement. Donc c'est un peu plus... Et de toute façon, il dit, les familles, maintenant, elles préfèrent l'Airbnb, elles préfèrent se réunir à plusieurs, etc. Elles veulent des grands écrans, elles veulent de la place. Et même la pub Airbnb, allez voir, ils expliquent que pour être tranquille, il faut avoir pas l'hôtel, parce qu'on fait la fête avec ses amis en bas, et on met les enfants dormir en haut. La pub l'affiche également. Donc c'est assez insidieux, mais ça se met en place doucement. Donc même ça affiché, adulte, etc., et sans enfants, progressivement, ça glisse vers ce type d'offre. Les clients, on verra qu'il y a des parents et des mères qui parlent. Ce qui revient régulièrement, c'est que l'hédonisme, le calme, la tranquillité, le besoin de repos, on verra que c'est assez sincère, les moments privilégiés, etc., se retrouver en couple, se retrouver entre amis, se retrouver entre adultes. Donc ça veut peut-être dire que ça, on ne le fait pas dans la vie quotidienne. Ça veut dire qu'on veut un moment hors de la vie stressante classique pour ce type d'activité. On peut, des loisirs particuliers. Et on veut des activités que seuls les adultes peuvent faire, qu'on ne peut pas faire avant quand on est parent. Des choses, par exemple, des repas gastronomiques, des cocktails assez arrosés, imbibés, on veut se coucher très tard, etc. On veut déroger aux règles, on veut, etc. Donc, le besoin d'avoir des activités pour soi, en fait. Ce qu'on peut comprendre, par ailleurs. Pour revenir dans les critiques, dans les commentaires qu'on peut trouver quand on les interroge, ils critiquent jamais directement les enfants, ils critiquent les nuances engendrées par les enfants, qu'ils adorent tous les enfants. Donc, moi, je les crois quand ils me disent ça, sincèrement. Donc c'est plutôt un aspect de l'enfant qui vont critiquer et pas les enfants eux-mêmes. Alors on pourrait dire, ça c'est les entreprises qui sont méchantes. Elles développent des offres sans éthique à destination d'une clientèle exhaustive. Et en fait, quand on va voir dans la sphère privée ce qui se passe dans la sphère privée, c'est encore plus violent. Dans la sphère privée radicale, j'ai mis le classement sur un classement humoristique sur Topito, etc., où les gens votent. Où est-ce qu'on veut aucun enfant? Donc c'est assez humoristique, c'est assez méchant, etc. Mais quand on voit les endroits où on ne veut pas d'enfants, ça correspond exactement aux offres dans lesquelles il n'y a pas d'enfants en France, dans les autres pays. Donc cet aspect humoristique assez virulent correspond à une réalité par exemple dans certains pays comme la Corée et autres, où tout ça, on a des zones sans enfants mais exclusifs, interdites aux enfants. En France, un peu plus délicat pour l'instant. L'autre le plus violent que j'ai pu observer, il a 20 ans d'âge, c'est dans les mariages. On a un phénomène anthropologique dans les mariages assez anciens, j'ai vu beaucoup d'études là-dessus, où on nous dit nous adorons tous les enfants, etc. Mais dans le cadre de ce mariage, pour plein de raisons, on va vouloir le faire entre adultes. Ou on va mettre un âge, on va dire 16, 18 ans, etc. On fixe un âge dans lequel on met. Alors les messages subliminaux, il y a des wedding planners, les gens qui organisent les mariages, qui vous disent sur Internet, qui sont payés pour vous dire comment faire pour éliminer les enfants de votre mariage sans choquer vos amis. Donc il y a des méthodes, des protocoles, et il y a des conseils, des guides, etc. Sur ce qu'il faut écrire, comment il faut le dire, donc les messages subliminaux, etc. Il n'y aura pas de babysitter, il y a un plan d'eau non surveillé pas loin, etc. Il y a des voitures qui passent vite. On met des choses, faire un peu peur qu'ils n'y aillent pas, qu'ils comprennent un peu qu'on ne les veut pas. Et s'ils ne comprennent pas, il faut être plus explicite. Il y a une formule, on peut trouver 15, 20 méthodes. Ils nous aident à formuler un peu la chose selon nos amis et tout. Ils font du profilage par rapport à nos amis pour voir ce qu'il faut répondre. Il y a des argumentaires à mettre sur le faire-part pour ne pas les inviter. Et le bonus marketing, c'est glisser la liste des babysitters, etc. pour qu'ils comprennent encore plus le message. Donc, Lia en parlait de l'aspect réglementaire. Vous avez été un peu réactif par rapport à la collègue juriste, mais là, en matière en privé, dans les hôtels, on ne peut pas vraiment discriminer, mais dans le privé, où il n'y a pas de réglementation, on fait ce qu'on veut, mais c'est encore plus discriminant qu'ailleurs, en tout cas dans la vie que j'ai pu constater par rapport aux enfants. Ce n'est pas systématique, je dis que là, en l'occurrence, sur la tendance. Je ne vais pas généraliser, évidemment. Donc, mon analyse à moi en tant que marketing stratégique, pourquoi une entreprise a intérêt à faire ça? Bon, le produit, le service, il est hyper simple à vendre, donc c'est un concept très facile à... Je termine bientôt, c'est ça? 3 minutes. Le prix, c'est très intéressant. Il suffit d'enlever les enfants pour que ça soit considéré comme du luxe auprès des clients. Donc vous enlevez quelque chose, aussitôt c'est un luxe, et vous pouvez augmenter 20-30% les prix, sans rien changer au modèle économique. C'est super intéressant au niveau du modèle économique. Ça veut dire qu'aucun investissement nouveau. Du jour au lendemain, vous dites que c'est sans enfants. La demande explose, parce qu'il y a la mode. Les coûts diminuent. Le prix est plus élevé, c'est hyper rentable. Comment accuser une entreprise locale de refuser cette manne quand même, cette manne économique? Donc c'est assez surprenant. C'est rare, d'habitude dans le luxe, ça coûte très cher de faire du luxe.
Là, ça ne coûte pas, on ne fait rien, et c'est luxueux, dans l'esprit des gens consommateurs. Assez surprenant comme comportement, quand même. Alors, la question soulevée, est-ce que c'est légal ? Eh bien, je ne suis pas juriste, donc j'ai interrogé des collègues juristes, j'ai lu un peu ce qu'ils écrivaient. Finalement, c'est choquant, c'est une discrimination. Mais le droit actuel, il n'est pas complètement adapté à cette discrimination-là. On ne sait pas comment l'aborder, en tout cas les collègues tâtonnent un peu. La jurisprudence n'a pas tranché, il n'y a pas eu de procès, bizarrement. Aucun parent n'a porté plainte sur le refus des enfants. C'est un peu surprenant, il faudrait voir comment le juge réagirait par rapport à ça. C'est une discrimination, c'est même relève du pénal, théoriquement, par rapport à la situation familiale. Mais les juristes disent, la situation familiale protège la famille, et la famille, elle vient quand même, les parents, ils viennent. Non, c'est l'enfant qui n'est pas protégé du coup par cet article, parce que lui, il est exclu. Donc l'article est mal formulé. Et en plus, d'autres disent, cet article-là, même quand par rapport à l'âge, la jurisprudence a dit, on ne va pas discriminer les personnes âgées, par exemple, par rapport à l'emploi. On n'a jamais dit, le juge n'a jamais dit, on ne va pas discriminer l'enfant par rapport à l'âge, par rapport à l'accès aux loisirs. Ça n'a pas encore été traité, donc il n'y a pas encore de prise là-dessus. La seule prise qu'on pourrait faire, c'est que quelqu'un qui vient pour ne pas avoir d'enfants, et s'il trouve des enfants à l'hôtel, il peut porter plainte pour publicité trompeuse. Donc c'est les autres qui peuvent porter plainte, qui sont recevables, et pas les enfants lésés, paradoxalement, dans le droit pour l'instant. C'est un peu surprenant, mais c'est ce qu'on observe. Laurence Rossignol a proposé de légiférer, de la sénatrice, en proposant réellement un texte de loi qui reconnaisse la minorité comme facteur de discrimination. Parce que, bizarrement, en France, c'est pas acté, ça m'a surpris, je ne suis pas juriste, mais vous connaissez mieux que moi. Elle a proposé une modification du code pénal, mais des collègues juristes m'ont dit que c'est un peu confus, ça ne suffira pas. Ce qu'elle propose ne sera pas percutant, ça ne marchera pas, on pourra plaider. Et d'ailleurs, les juristes, là, des entreprises, ils nous disent il y a moyen d'argumenter, on est prêt. Ils pensent même que si un procès, ils peuvent le gagner pour différents droits, par rapport au droit à la concurrence, etc. Donc le droit n'est pas adapté pour l'instant. Par rapport au colloque, moi, la misopédie, j'ai découvert, donc je me suis basé sur ce qui a été dit dans l'appel à la communication. J'ai beaucoup enrichi ma communication de vos propos d'hier, parce que j'ai découvert la misopédie. J'ai découvert que j'étais un peu misopède, même malgré le fait que je croyais être tempérément. Donc il faudra que je me retravaille par rapport à ça. Donc je me suis amélioré comme chercheur et comme père, je l'espère. Donc on verra. Quand on reprend les caractéristiques, on est vraiment là où l'enfant est assimilé qu'à ses défauts. Tous les enfants sont résumés, essentialisés comme en sociologie à un seul aspect. On les exclut d'éléments de loisirs vitaux, etc., de la vie, parce que vivre en famille en vacances, c'est quand même important. On les exclut des mariages, qui est le lieu le plus socialisant qui existe quasiment chez nous. On les valorise jusqu'à nier leurs besoins, etc., leur activité. Et leur qualité, c'est qu'on pense qu'ils ne contribuent pas aux vacances, au bien-être. Quand je liste un peu ce que vous aviez dit, j'ai fait ça hier après vos propos, j'ai l'impression de retrouver un peu de misopédie a priori. Les questions que ça soulève, je termine parce que j'ai déjà abusé, je me demande, après avoir étudié d'autres phénomènes sociétaux, parce que j'étudie plusieurs comportements de ce type-là dans d'autres domaines, est-ce que c'est la misopédie sûrement, est-ce que c'est pas simplement un symptôme, comme ça a été dit hier, autre, d'une fragmentation sociale beaucoup plus vaste que simplement le rejet de l'enfant ? Puisque quand on voit un peu la notion de segmentation sociale, je vous mets un peu les tendances en ce moment que mes collègues marketeurs disent qu'ils seront porteurs à l'avenir dans le tourisme, sur lesquels il faut suivre, qu'il faut s'engouffrer, c'est que des choses excluantes où on est entre soi. On pense la même chose, on aime la même chose, on s'isole des gens, entre catégories sociales, ou entre affinités politiques, etc., ou philosophiques, tout ce qui est dit, etc. Donc ça, c'est socialement excluant. On exclut carrément il y a des activités co-jeunes, etc., aux septembristes, aux seniors, célibataires, aux couples, donc c'est créé entre soi. Séjours entre femmes qui se développent beaucoup. Est-ce qu'on peut accuser des femmes de faire des séjours séparatistes quand elles se réunissent entre elles, quand on voit leur motivation? Pourtant, ça se développe beaucoup, c'est un gros marché sur lequel tout le monde s'engouffre en ce moment. Donc les women only, les séjours ménopause, etc., yoga, etc., Tanaland et autres, qui se développent beaucoup. Donc, ça répond aux vrais besoins. Elles sont épuisées, les femmes, quand elles vont là-bas. Elles sont seules, elles sont en difficulté, donc elles vont se ressourcer, elles vont chercher la sororité. Donc c'est assez sain mais ça exclut les enfants de fait, puisqu'elles sont entre femmes. Donc, on pose la question, évidemment que je vais répondre, vous allez me dire ça. Ces mères aimantes sont-elles des adultistes, etc., misopèdes, pédophobes, infantiles? J'ai essayé de reprendre tous les termes, parce que je n'ai pas compris trop la différence entre eux pour l'instant. Je vais retravailler les annales, les axes, je vais m'y mettre. Mais là, j'ai un peu de mal, donc j'ai tout mis, vous allez me dire. Dans le doute, hein, comme ça, vous tous y retrouvez. Donc, comment on peut justifier ce phénomène-là? Est-ce qu'on peut accuser les femmes d'être misopèdes? C'est des mères de famille, la plupart du temps. Et puis, dans ce qu'elles font, les retraites, etc., elles cherchent souvent de l'aide, même pour être meilleures mères, etc. Donc, les enfants sont exclus. Du coup, ça pose la question, est-ce que c'est vraiment discriminant d'exclure les enfants par moment, certaines circonstances? Une des réactions intéressantes que j'ai trouvées chez les féministes, je les ai interrogées, j'ai été voir ce qu'elles disaient, en fait, c'est que la société patriarcale est hostile et épuise les femmes et les mères, elle est contrainte à ces retraits par défaut, parce qu'elles n'ont pas le choix, elles sont épuisées, elles disparaissent, ouais, c'est complètement, en les culpabilisant en plus.
la difficulté. Et ce que je rajoute moi en tant que chercheur en gestion, c'est qu'en plus, on les fait payer. C'est que ce que la société leur impose, après on les fait payer, ils doivent payer. Du coup, c'est discriminant économiquement en plus. Parce que tous ne peuvent pas. Celles qui vont là-dedans, c'est pas les femmes seules de mères de familles nombreuses, malheureusement. Donc, discrimination, séparatisme économique dans ce type-là. On est vraiment là où c'est vraiment une classe sociale qui est en train d'imposer. Et je me dis, c'est la réaction maintenant qui est outrée dans les médias, etc., des gens bien pensants de Paris et d'autres, donc des vrais chercheurs par rapport à ce Limoges, je voulais dire. Donc, ils se disent, outrés à tout ça. Est-ce que, finalement, est-ce que c'est pas... Avant, ces classes sup, tous ces loisirs, elles les avaient, mais elles les prendre à l'étranger. Elles se déplaçaient. Il y a plein de Français là-bas dans les offres No Kids qui s'offusquent en France. Est-ce que ce n'est pas un phénomène de dire, maintenant que c'est popularisé, démocratisé, est-ce que ces classes-là ne sont pas en train de perdre de privilèges et qui les choquent un peu? Je termine très vite parce que j'ai un peu... ces offres-là s'appellent All Inclusive. Incroyable, ça m'a agacé. Donc, je vais conclure par quelque chose de très démagogique. Au lieu de tout inclure, on va dire tous inclus. Ça serait beaucoup plus souhaitable. Merci à vous en tout cas.